Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Alors je le tourne un peu rapidement parce que j'espère le lendemain pouvoir aller vendre l'un d'entre eux. D'ailleurs je vais commencer par celui-là. Danse avec les lutins aux éditions La Talente de Catherine Dufour. J'ai un petit souci avec ce livre. J'en attendais beaucoup en fait. Beaucoup parce que j'avais entendu parler beaucoup d'humour justement. Et sauf que l'humour qui est employé dedans n'est... Enfin c'est même pas que c'est pas le mien, c'est même pas une question de type d'humour, c'est une question de thématique. Et aussi parce que je trouve que la quatrième de couve est pas hyper bien faite. Parce que la quatrième de couve en fait montre un extrait du livre qui est en soi très drôle. Moi je le trouvais très drôle hors contexte. Et la suite du résumé vous parle de la ville de Scrooge dans laquelle on rencontre Figin, un personnage particulier, sauf que ce personnage n'apparaît qu'à la moitié du livre. Donc déjà c'est... En soi ça peut ne pas être gênant si c'est... Enfin pas si c'est bien fait, c'est pas la question de si c'est bien fait ou pas. C'est juste je trouve que le résumé aurait dû expliquer les choses différemment et de manière plus cohérente avec ce qu'on lit. Voilà, c'est ça. Parce que les premiers chapitres, au début ça me dérangeait pas qu'il n'y ait pas Figin, honnêtement. C'est juste que je ne savais pas où l'autrice nous emmenait. Parce qu'on a un premier chapitre où on suit un ogre, donc c'est moitié ogre, moitié nain, je crois. En fait, il passe une épreuve pour pouvoir passer entre guillemets à l'âge adulte, sauf que celui qu'on suit, il va y rester d'ailleurs. Et il va lancer une malédiction. Ensuite, on passe quelques siècles après, je ne sais plus exactement. On suit d'autres personnages. Et après, en fait, on avance tout doucement dans le temps sur plusieurs chapitres. Alors, je vous rassure, c'est pas la moitié du livre, mais... En fait, du coup, j'étais perdue. Je me dis, mais quand est-ce qu'on commence vraiment l'histoire? Sauf que, pour ne pas vous décourager, en fait, ça va venir. Il faut patienter. Justement à l'arrivée de Figin, surtout qu'on sent les choses venir un petit peu, mais je m'attendais pas à ce que l'autrice aille aussi loin. Et en fait, justement, c'est là où l'humour m'a posé, pas m'a posé problème, mais je ne le voyais plus parce que en fait, l'histoire est tellement en parallèle avec notre monde par rapport au racisme, au terrorisme, aux différentes discriminations, aux colonisations qui ont lieu et qui... En fait, tout ce qui a mené au terrorisme, en fait, qui est bizarrement très proche du monde dans lequel on vit. Et c'est là que l'humour qui est tenté dedans ne m'a pas hyper fait rire. Il y a le seul passage où j'ai vraiment rigolé, c'est quand il y a deux fées qui sont en train de lire le journal, je crois l'une des deux est en train de lire le journal, et elle se moque du journal avec ce côté qui ne dit pas la réalité, etc. Enfin, comme nous on le fait en fait. C'est tellement réel, tellement... ça nous rappelle tellement nos réactions face aux médias parfois. Mais moi, c'est le fait d'utiliser des jeux de mots, de détourner des expressions françaises en les adaptant à l'univers qu'elle a créé, etc., peuvent prêter à sourire, mais par rapport aux thématiques qu'elle emploie, moi j'y arrive pas en fait. Je peux pas rire comme ça. J'ai vu tellement le sérieux du propos qu'elle tient que l'humour ne peut pas en fait. Donc dire que c'est de l'humour, non, je peux pas. Et à la fin, il est expliqué sur quoi elle s'est basée, l'article d'un monsieur dans Libération, je crois, qui explique une potentielle solution pour éviter le terrorisme. En soi, j'étais pas contre. Je trouve même l'idée excellente en fait. L'idée proposée est excellente. Bien sûr, il n'y a personne qui le fera, soyons honnêtes, à part elle, de manière très métaphorique du coup. C'est l'article de Fouad Laroui, un récit qui n'oublie pas les perdants, qui a été publié le 10 décembre 2015. Alors l'idée est excellente, mais je vous dis, par rapport à ce qu'on me propose en quatrième de cours et ce que j'ai lu, il y a une telle différence par rapport à ce à quoi je m'attendais. J'ai pas failli l'abandonner parce que je pense que... Enfin déjà l'écriture est quand même hyper bien. Enfin franchement au niveau de l'écriture j'ai rien à dire. C'est vraiment au niveau de ce fossé entre les deux en fait qui fait que j'ai un avis très mitigé sur le livre. Je suis à fond sur l'idée du message qu'elle transmet, je suis totalement pour, mais sur la quatrième de coup, non. Voilà, du coup je vais le revendre. Je suis navrée mais je vais le revendre. Alors pourtant tous les ingrédients étaient là.
Alors il est pas mauvais, j'ai pas dit qu'il était mauvais, hein, de toute façon. Mais d'ailleurs j'ai remarqué que tous les avis que j'ai lus sur le livre après disaient la même chose, alors que les gens y appréciaient totalement ou moyennement le livre. Tout le monde est d'accord là-dessus en fait. Ensuite, mon petit coup de cœur, Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé, aux éditions L'École des loisirs. Le prochain tome sort au mois de mars. Autant vous dire que je serai là-bas au mois de mars. Et avec de la chance, il sortira au moment où je serai un atelier, je reviens, je vais pas vous dire ce que c'est exactement, on s'en fout. Mais bref, ce livre parle de la forêt de Belle-Écorce dans laquelle se trouve Monsieur Archibald Renard qui tient une librairie un peu atypique puisque chaque animal peut y déposer son manuscrit qui sera le seul et unique exemplaire disponible à la vente. Alors déjà je trouve ça l'idée hyper géniale. Déjà le personnage du libraire est tellement... Oh mon dieu, il fait du bien. C'est le genre de personnage qui fait tellement du bien. Et en fait il a un habitué, Monsieur Taupe, qui va venir le voir en lui demandant s'il a conservé son manuscrit. Et sauf qu'il vient de le vendre et qu'il n'a pas vu qui lui a acheté. Et on se rend compte très vite que Monsieur Taupe, sans que ce soit mentionné, qu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, si vous préférez Alzheimer. Et je trouve ça très bien en fait de montrer, de parler de cette maladie avec autant de douceur et de délicatesse. Parce que déjà, le public visé à la base c'est les enfants. Mais je trouve que pour expliquer aux enfants ce que c'est que cette maladie, ça doit pas être évident pour des parents je pense, quand ils ont un proche qui en est atteint. Et ben c'est une manière de faire. Et je trouve aussi que les personnages sont tellement attachants, tellement mignons. Ah, mais mon dieu que ça fait du bien ce genre de livre, même si j'ai cru que j'allais pleurer sur un passage, parce que franchement il est tellement émouvant. Parce que dans ce livre, en fait, justement, Archibald Renard va suivre Monsieur Taupe pour l'aider à se souvenir de ce qu'il a vécu avec sa chair et tendre. Et en fait, il faut savoir que c'est un récit d'apprentissage et une quête en même temps par rapport aux souvenirs, mais aussi pour Archibald, parce qu'il a jamais quitté sa librairie. Mais jamais n'a laissé des clés à qui que ce soit. D'ailleurs, le personnage à qui il va passer les clés de la librairie le temps qu'il s'en aille, dès le début je me dis ça sent pas très bon. J'ai hâte de voir un peu ce que ça pourrait donner pour la suite. Et je sais pas jusqu'où je peux aller sur ce livre parce que moi je sais juste qu'il m'a fait beaucoup de bien et qu'en même temps il est très dans la pudeur aussi. J'ai trouvé justement que c'est le fait qu'il y ait cette pudeur et ce respect, un véritable respect. C'est pas pour rien que ce soit l'auteur a été en fait a travaillé auprès de personnes atteintes de la maladie en fait pendant 10 ans et on sent qu'il connaît la maladie, il sait comment faire pour pouvoir gérer ça au quotidien. Et même si c'est dur, même si c'est pas évident, peu importe le côté duquel on est. Et j'ai adoré le passage surtout où il se met dans la peau de la taupe. La taupe, comment elle vit, c'est le moment où elle perd ses souvenirs en fait, ses pertes de repères totales. Et ça m'a beaucoup touchée. Franchement, il se lit à tous les âges, très franchement, que vous soyez, que ce soit pour la jeune génération qui est public visé, mais aussi les adultes. Et merci beaucoup à ce monsieur, et je sais qu'il a sorti un livre pour la rentrée littéraire de janvier, que j'ai merveilleusement noté quelque part, et je n'hésiterai pas à le lire. Donc pour moi c'est un coup de cœur, franchement, puis l'objet livre, que dire. Blood Witch de Léna Jomaé aux éditions Plume Blanche, l'intégrale. Alors il y a plein de petits dessins dedans, je sais pas si je vais en trouver un, si. Voilà, des petits dessins comme ça. Alors ici on suit, comment elle s'appelle déjà, Erika. Voilà, j'ai même pas vu son nom en 4ème de cours, mais je me souviens. Erika qui est une jeune femme qui va sur ses 22 ans et qui a un foutu caractère. J'adore les personnages féminins avec un caractère épouvantable. Au quotidien on les aimerait pas, mais dans les livres on les adore. Elle a une meilleure amie qui est aussi frappée qu'elle. Elles sont toutes les deux très jolies et très opposées physiquement, j'ai l'impression. Et le truc c'est que Erika étant ce qu'elle est, poissarde, oui on peut dire poissarde, il y a un monsieur qui va venir la voir et qui l'attend devant chez elle. Alors en général on appellerait la police quand on est censé, elle ne le fait pas.
Et en fait ce monsieur il se trouve qu'il la connaît depuis très longtemps et il va lui révéler qu'elle est une sorcière en devenir, que son tatouage est en train de se former, le tatouage de son clan, et qu'il faut qu'elle apprenne tout avant ses 22 ans puisqu'un dangereux sanguinaire en a après elle. Et c'est comme ça qu'elle va retrouver tous ses vrais souvenirs, les souvenirs de sa véritable famille. Et de là, bah, il va s'enchaîner beaucoup de choses, énormément de choses. J'avoue qu'au début j'ai un petit peu de mal parce qu'il faut le temps de rentrer dans l'histoire et de s'adapter aux personnalités, à la personnalité d'Erika surtout, qui est pas toujours simple. Mais honnêtement, une fois qu'on l'a cernée, mais on la suit à fond. Elle est tellement immature par moments, mais elle a gardé son âme d'enfant, mais totalement. Après, au regard de ce qu'on sait par son passé, on peut comprendre. Et elle a quand même ce foutu caractère, cette capacité à se défendre, et en même temps de pleurer pour un rien, parce que forcément, en quelques jours, elle va apprendre tellement de choses sur son passé, sur ses capacités, sur tellement de choses en fait. Et il y a une prophétie qui la concerne aussi. Alors ça paraît très cliché tout ce que je dis, il y a des trucs qu'on a déjà lu partout, mais je trouve que ce livre change quand même pas mal la donne par rapport à ce qu'on lit dans ce genre-là. Parce que justement, l'héroïne ne va pas évoluer comme on penserait. Et ça, c'est hyper intéressant. Erika se montre très intelligente et en même temps, elle se laisse porter par cette intelligence. Et c'est là toute la question, de quel côté va-t-elle basculer, du bien ou du mal, ou entre les deux. Puisqu'il peut y avoir un entre les deux. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est que l'autrice propose une fin que j'ai trouvée cohérente, normale, même si ça plaît pas. Et d'ailleurs, elle a pensé aux lecteurs à qui ça ne plairait pas, et elle a proposé une fin alternative qui est, elle, pour le coup, encore moins agréable. En fait, la fin alternative, elle est tellement pas crédible. En fait, si, elle peut être crédible si ça amène sur autre chose. Moi, j'y ai pensé, personnellement. Maintenant, je sais que l'autrice était censée avoir terminé cette série, alors elle est officiellement terminée, mais Erika apparemment a décidé d'envahir l'autrice à nouveau, et on va avoir en 2024 un autre livre concernant Erika. Et vu le résumé que j'ai lu, je me suis dit je vais le lire juste pour me marrer. Parce que franchement, il y a des passages qui sont drôles, et c'est ce qui fait la force de ce livre, c'est que il y a des scènes, mais d'une violence inouïe. Mais franchement, je ne m'y attendais pas à une violence pareille. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Alors il y en a très peu de scènes comme ça. Enfin, très peu. Disons que la première est tellement violente que les autres nous paraissent enfin, pas mignonnes, mais à côté ça va quoi. Que du coup, les scènes d'humour en fait permettent de souffler, et ceux qui aiment bien la dark fantasy ou les choses qui se terminent, enfin, pas qui se terminent pas bien, mais où l'auteur n'hésite pas à faire du mal aux personnages centraux ou secondaires très importants, n'hésitez pas à y aller parce que franchement, moi je me suis dit à la fin, alors, alors de tout ça il reste quoi? Franchement j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, je pense que ça méritait un tout petit peu quelque chose de plus pour que ça le devienne. Peut-être parce que le début était un peu lent pour moi, mais une fois que j'étais dedans, mais je pouvais pas poser le livre en fait. Surtout le deuxième tome. La deuxième partie du premier tome, j'avais déjà du mal, mais arrivé au deuxième, j'étais à la lire à me dire bon, j'arrête, je relève la tête, ça fait 3 heures que je suis en train de lire, ok. C'est toujours bon signe quand je réagis comme ça. Et enfin, alors j'ai été très longue à lire, le livre du Akutaku, Histoire de monstres japonais, éditions Nuit Nuit, qui font beaucoup de livres comme ça sur le Japon. Ça c'est le genre de livre que je lis un peu le soir quand j'ai envie. Alors c'est quand j'ai envie, ce qui est la raison pour laquelle j'ai été très longue. Alors honnêtement, j'en retiens pas grand chose. Mais l'objet livre est quand même hyper joli. En fait, on découvre plein de choses sur le folklore japonais, les yokai. Là c'est une partie des yokai, il y en a tellement en fait, je sais plus, j'ai lu combien il y en avait de yokai à peu près, hein. Basé essentiellement sur un livre japonais, donc je ne me souviens même pas l'auteur. Et on se rend compte que déjà cet auteur s'est éclaté en fait à créer des yokai en se basant sur des expressions japonaises ou des objets du quotidien, ou sur l'histoire même, l'histoire que ce soit au Japon ou en Chine ou d'autres pays asiatiques.
Il y a d'ailleurs 3 fantômes japonais qui sont basés sur des véritables histoires. Quand je les ai lus, j'étais mais il y a quelques yokai quand même pas fort sympathiques. Il y en a qui sont mignons, il y en a qui sont drôles. Il y a de tout en fait. Il y en a un que j'ai rigolé par rapport au... Je l'ai mis sur Facebook, je pense sur ma page perso, donc je suis pas sûre que tout le monde l'ait vu, mais il y en a un où c'est par rapport au fait qu'il faut pas entasser trop de livres chez soi. J'ai dit bah moi c'est foutu. C'est un peu ça l'idée. Et je vais pas la retrouver j'imagine. Je sais qu'elle était sur la fin. Parce que... Elle a une forme justement... Ah voilà. C'est elle. Il y en a un autre juste avant, mais la pire chose c'est d'accumuler des livres en fait. Et je vais sûrement le retrouver. Voilà. Le texte insiste sur le fait qu'il n'y a rien de pire que d'avoir trop de livres dans sa bibliothèque ou trop de poussière dans un tas. Et c'est cette charmante créature qui est comme ça. En soi, franchement, c'est juste sympathique, ça permet d'apprendre aussi des choses quand même, parce que honnêtement, certains yokai sont vraiment basés sur des faits réels, sur des événements historiques. Donc pour le coup, on rigole moins, mais j'aime bien les explications surtout sur des histoires, par exemple, sur quoi ça s'est basé, les légendes, voilà. Surtout par rapport aux expressions japonaises. Il y en a qui m'ont fait tellement rire. Mais bref, j'en ai 2 autres, il y en a un autre, pardon. Et il y en a 2 autres qui sont sortis, je me les procurerai à l'occasion. Et d'ailleurs, si j'arrive à les trouver d'occasion, mais l'occasion ne vaut plus rien maintenant. À moins que vous ayez des sites, je veux bien, vous me donnez les infos. Merci. Et sur ce, je vais vous laisser avant de déborder. Et je vous dis, 1, 2, 3, je vais vous dire à la prochaine. Salut!